L'air dans le bureau du notaire, il y a 5 ans, était lourd du parfum de vieux papier et de ce genre de chagrin qui avait été amidonné dans des tenues de cérémonie. J'avais 28 ans et j'écoutais mon cousin Léo hériter du monde entier de ma grand-mère, la maison, son contenu, le portefeuille d'investissement à 6 chiffres, tandis qu'on me léguait un unique médaillon en argent terni. Plus tard, lors de la réunion tendue dans la maison qui était désormais la sienne, je me suis éclipsée dans la cuisine pour un moment de calme, mais je me suis figée au son de la voix de ma tante Carole qui filtrait par la porte entr'ouverte. Elle parlait à une cousine, sur un ton léger et pragmatique. C'est mieux comme ça, dit-elle avec un haussement d'épaule que j'aurais presque pu entendre. Ça maintient l'héritage dans la lignée du sang. Inalati si saatsei. Une courte pause dédaigneuse suivit. Tu sais, les enfants adoptés n'héritent pas vraiment. Cette simple phrase n'était pas une attaque, c'était une classification. C'était la pierre de Rosette de toute une vie passée à me sentir comme une note de bas de page dans ma propre famille, une confirmation froide et désinvolte que l'amour que je recevais avait toujours été conditionnel et que la ligne que je ne pourrais jamais franchir était celle tracée par le sang. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1 000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. La cruauté de cette simple phrase dans la cuisine ne résidait pas dans le fait qu'elle était une nouvelle blessure, mais dans le fait qu'elle était le diagnostic d'un mal que j'avais ressenti toute ma vie. C'était la clé qui ouvrait une bibliothèque de souvenirs, les réinterprétant sous une lumière crue et révélatrice, et soudain, des dizaines de moments déconnectés, de petites vexations et des rencontres embarrassantes que j'avais ignorées ou intériorisées comme étant de ma faute, s'emboîtèrent pour former un schéma cohérent et suffocant. La lecture du testament n'était pas le début de l'histoire, c'était juste le moment où le thème était devenu impossible à ignorer, car tante Carol soulignait mon altérité depuis des décennies, toujours avec un sourire qui me faisait douter de ma propre sensibilité. C'était dans les présentations, une formule implacable et immuable déployée à chaque réunion de famille, pique-nique de l'église ou rencontre fortuite dans un magasin. Voici mon neveu, Léo, disait-elle, sa main reposant fièrement sur son épaule, comme pour présenter un trophée. Puis son regard se tournait vers moi, son sourire se crispant d'une fraction aux commissures. Et voici la fille adoptive de ma sœur, Clara. Ce n'était jamais, pas une seule fois, simplement ma nièce. Ce titre familial, simple, était un privilège que je n'avais pas mérité par la naissance, un club dont je n'avais pas la carte de membre génétique. Ce préfixe de quelques mots était mon sous-titre permanent, un rappel constant à tout le monde, y compris moi-même, que j'étais un ajout à l'arbre généalogique, une note de bas de page dans la lignée. Ce schéma de distinction s'est profondément ancré dans les rituels familiaux les plus chers, comme Noël. Je me souviens très bien de l'année de mes 14 ans. Léo, 15 ans, déballa une PlayStation toute neuve, celle dont il parlait depuis des mois. Mon cadeau de la part de tante Carol cette année-là fut un coffret de bain parfumé à la lavande dans une boîte préemballée avec un ruban violet générique. Ce n'est pas le prix qui m'a piqué, c'est l'absence totale d'attention. Le cadeau de Léo disait « Je t'écoute, je connais tes désirs ». Le mien disait simplement « Tu es une fille d'un certain âge, et ceci est un article socialement acceptable pour cette catégorie ». Même ses compliments étaient bordés de la même distinction acérée. Elle regardait souvent mes parents, sa propre sœur et son beau-frère, et disait avec un soupir théâtral et résigné « Vous deux, vous êtes de vrais saints pour ce que vous avez fait. » Puis elle se tournait vers moi, me pinçait la joue un peu trop fort et ajoutait « Tu as eu tellement de chance de les trouver, de tels sauveurs. » Elle pensait les complimenter,
Mais ce que je ressentais au plus profond de moi, c'était un renforcement constant de mon statut de projet, de cas de charité. Je n'étais pas leur fille, j'étais une rescapée chanceuse. Le mot sauveur impliquait que j'étais quelque chose qui avait besoin d'être sauvé, que mon existence avait commencé avec un déficit qu'ils avaient généreusement comblé. Cela effaçait l'amour simple et inconditionnel que je ressentais de leur part et recadrait toute notre famille non pas comme une unité d'amour, mais comme une transaction bienveillante. Elle ne m'a jamais vue comme une enfant qui était aimée. J'étais et serai toujours la chanceuse, l'étrangère ramenée du froid, à jamais redevable à la lignée qui avait daigné m'abriter. Cette doctrine de la lignée du sang n'était pas seulement verbale, c'était une monnaie d'échange, un bien tangible avec une valeur monétaire claire qui était investie exclusivement en Léo. Le fossé financier dans notre famille était un gouffre creusé profondément et largement par le chéquier de mes grands-parents sous la direction attentive de tante Carole. Cela a commencé, comme la plupart des choses, par une étape importante pour Léo. Pour son 16e anniversaire, une berline bleue rutilante est apparue dans l'allée, un énorme nœud rouge maladroitement fixé sur le capot. Carol en a fait une grande cérémonie, agitant les clés devant lui lors d'un dîner de famille et annonçant « Maman et papa voulaient en s'assurer que tu aies un bon départ dans la vie. » Léo, bien sûr, était aux anges. 2 ans plus tard, quand j'ai eu 16 ans, mon bon départ fut un abonnement de bus et un sermon de Carol sur les vertus d'un travail à temps partiel. J'ai passé 2 étés à servir des glaces et à économiser chaque dollar pour un taco de 10 ans qui sentait perpétuellement les chaussettes humides. Quand je le lui ai fièrement montré, elle m'a tapoté le bras en disant « Tu vois, ça a plus de valeur quand on le gagne soi-même. » Ça forge le caractère, une déclaration qui présentait habilement ma nécessité comme une vertu et le privilège de Léo comme un droit acquis. La disparité n'a fait que s'accentuer à l'université. J'ai passé des mois enfouis sous les demandes de bourse, à écrire des dissertations jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Mon avenir suspendu aux caprices des comités d'admission et des responsables de l'aide financière. Le plus grand stress de Léo était de choisir son forfait repas. Je me souviens du dimanche après-midi où Carole a annoncé, avec une immense fierté, que mes grands-parents avaient créé un fonds pour couvrir les 4 années de scolarité et de frais de subsistance de Léo à l'Université d'État. C'est le devoir d'une famille d'investir dans son avenir, a-t-elle déclaré, cherchant l'approbation dans la pièce. Quelques mois plus tard, lorsque j'ai reçu ma lettre d'admission dans une université plus prestigieuse, accompagnée d'une bourse importante qui laissait encore un vide intimidant à combler par des prêts, le ton de Carol était différent. « Eh bien, n'es-tu pas ambitieuse ?» avait-elle dit, un mince sourire aux lèvres. « C'est une bonne chose que tu sois si intelligente. Ces prêts seront une grande responsabilité. » Elle l'a dit fièrement, comme si ma dette était un témoignage de mon altérité. Mes réussites étaient mon propre fardeau à porter, tandis que l'avenir de Léo était une action de premier ordre dans laquelle la famille était heureuse d'investir. C'était son droit de naissance, un concept qu'elle mentionnait fréquemment, d'être soutenue, protégée et financée. On attendait de moi que je sois reconnaissante pour le toit au-dessus de ma tête, tandis qu'il avait droit aux fondations de toute sa vie d'adulte. Mes parents, l'axe même sur lequel mon monde tournait, étaient un des gardiens de la paix professionnelle. Leur amour pour moi était le seul héritage qui ait jamais vraiment compté, une forteresse d'acceptation inconditionnelle qui contrastait de manière provocante avec la vision transactionnelle de la famille de Carole. Ils étaient mon monde, mes défenseurs, mes plus fervents protecteurs, mais leur stratégie pour gérer ma tante était celle d'un évitement doux et persistant. Ils ne l'ont jamais confrontée directement. La confrontation, à leurs yeux, était un échec, une déchirure dans le tissu fragile de la famille qu'ils passèrent leur vie à essayer de maintenir intact.
Je me souviens, à 12 ans, montrant fièrement à mon père un devoir d'histoire pour lequel j'avais obtenu une note parfaite, au moment même où Carole se lamentait bruyamment sur le fait que Léo était trop intelligent pour les devoirs et que sa moyenne de C était le signe d'un génie qui s'ennuyait. Mon père n'a pas discuté ce point, il a simplement pris mon devoir, lu chaque mot, puis, ignorant complètement Carole, a dit « C'est brillant, Clara. Allons l'encadrer pour mon bureau. » Il ne compterait pas le poison avec un antidote, mais en m'éloignant de la source. Ma mère, sa sœur, absorbaient simplement les pics avec un sourire crispé, changeant de sujet si doucement que c'était presque imperceptible, orientant les conversations sur les lignées vers la météo ou une nouvelle recette. Ils partaient du principe que leur amour était un bouclier assez puissant et que la famille, aussi fracturée soit-elle, était une chose à préserver à tout prix. Pendant des années, je l'ai cru aussi. Mais quand je les ai perdus tous les deux à cause du cancer à 18 mois d'intervalle, quelques années seulement avant la lecture du testament de ma grand-mère, je n'ai pas seulement perdu mes parents, j'ai perdu mon seul bouclier. La paix fragile qu'ils avaient si soigneusement maintenue au prix de leur propre frustration silencieuse avait disparu. Il n'y avait plus personne pour changer de sujet, personne pour me diriger vers une autre pièce. Je me suis retrouvée debout dans les ruines de cette paix, entièrement et définitivement exposée au front froid du jugement sans phare de Carole. Dans le vide brut et silencieux de la perte qui a suivi la mort de mes parents, je me suis enfin donné la permission de construire une vie où je n'étais pas une note de bas de page. Le désir de m'échapper n'était pas seulement un souhait, c'était un impératif biologique, comme une plante se tordant vers un soleil lointain. J'ai fait 2 valises, vendu la vieille voiture de mon père et déménagé à 3 états de là, dans une ville où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire. C'était un acte délibéré d'autopréservation, un choix conscient d'échanger le poids étouffant de l'histoire familiale contre l'air pur et anonyme d'une métropole. Là-bas, j'ai rencontré Mark. Il était ingénieur en structure, un homme qui pensait en termes de fondation et de murs porteurs, et il est devenu l'architecte de ma reconstruction émotionnelle. Lors de l'un de nos premiers rendez-vous, après avoir timidement décrit un Noël familial typique, la PlayStation contre le coffret de bain, il n'a pas offert de platitude, ni dit que j'étais trop sensible. Il a simplement écouté, sa fourchette posée sur son assiette, et quand j'ai eu fini, il a dit avec une intensité tranquille qui m'a surprise. Ce n'est pas une famille, c'est une hiérarchie. Je suis vraiment désolée que tu aies dû naviguer là-dedans seul. Il a vu l'injustice de la chose, purement et simplement, et dans sa validation, j'ai senti des années de doute sur moi-même commencer à se dissoudre. Il n'a jamais remis en question ma douleur, et avec lui, j'étais juste Clara, pas la fille adoptive. Il était, et est mon roc, la seule personne qui considère ma valeur comme un fait intrinsèque et inébranlable. Nous avons construit une vie ensemble, fondée sur le respect mutuel et une ambition tranquille et partagée. Ma carrière est devenue ma rébellion silencieuse. J'ai trouvé une passion pour la technologie financière, pour la logique propre et irréfutable des chiffres et des systèmes, où les lignées n'avaient aucune importance et où la performance était la seule métrique qui comptait. Je me suis épanouie dans un environnement de pure méritocratie. J'ai commencé comme analyste junior et j'ai gravi les échelons, projet par projet, promotion par promotion. Mon succès était méthodique et indéniable. Je suis devenue analyste senior dans une grande entreprise, gérant des portefeuilles qui éclipsaient la totalité de la succession de ma grand-mère. Nous avons acheté une belle maison avec un petit jardin, un symbole tangible de la stabilité que je m'étais forgée. Mais pour Carole et Léo, je n'étais qu'une employée de bureau de niveau intermédiaire. Clara a un bon travail de bureau, rapportait Carole à d'autres parents, son ton impliquant une existence stable, mais sans histoire. Je ne les ai jamais corrigés. Mon succès était le mien,
un monde privé et fortifié qu'il ne pouvait ni toucher, ni critiquer, ni diminuer, parce qu'il ne savait même pas qu'il existait. Les laisser croire que je menais une vie modeste, gérant soigneusement mes prêts étudiants, était un acte stratégique d'autodéfense. Ma vraie vie, celle remplie de respect professionnel, d'un partenariat aimant et de sécurité financière, était un sanctuaire. C'était mon véritable héritage, celui que je m'étais construit, loin de l'ombre de leur jugement et du récit étouffant qu'ils avaient essayé d'écrire pour moi. Pendant 5 ans, la limite de contact distant que j'avais établie m'a semblé être une défense suffisante, une zone démilitarisée paisible. J'envoyais des cartes d'anniversaire, passais des appels polis de 5 minutes les jours de fête et considérais mon devoir familial comme accompli. Mais l'illusion que cette paix fragile n'était rien d'autre qu'un cessez-le-feu temporaire a volé en éclats il y a 1 an, au mariage de mon cousin. L'événement était une épreuve obligatoire, une performance de 4 heures d'unité familiale qui semblait aussi authentique que les fleurs en soie sur les tables. Mark et moi avions planifié notre stratégie de sortie avec une précision militaire, mais nous avions sous-estimé les manœuvres sociales de Tante Carol, surtout après 2 verres et demi de champagne. Elle a coincé Mark près du bar pendant que j'étais piégée dans une conversation avec un autre parent. J'ai vu la scène de l'autre côté de la pièce, notant la façon dont elle a posé une main familière et possessive sur son bras, son expression un masque de sincérité conspiratrice. Plus tard, dans la voiture, Mark m'a raconté la conversation, la voix tendue par une colère froide que je lui entendais rarement. Elle avait commencé par des éloges effusifs, lui disant à quel point il était merveilleux, solide, fiable. Puis, elle s'était penchée, sa voix baissant jusqu'à un murmure confidentiel. « Je dois juste dire, et je le pense du fond du cœur, Mark, » avait-elle murmuré, « vous êtes un véritable saint. » Mark avait attendu, sachant ce qui allait suivre. Un saint, a-t-elle répété, d'avoir épousé Clara, de lui avoir donné une vraie famille. Il faut un homme spécial pour prendre en charge quelqu'un avec, eh bien, vous savez, pas de véritable histoire familiale à elle. Pour lui fournir cette fondation, il m'a dit qu'il l'avait juste regardé fixement un instant, son sourire disparu. « C'est moi qui ai de la chance, Carol », avait-il dit, la voix plate. Il a ensuite fait un pas en arrière, rompant le contact, et a dit « Excusez-moi, je dois trouver ma femme. » Il m'a trouvée et nous sommes partis sans dire au revoir à personne. En entendant ces mots, je n'ai pas ressenti une nouvelle pointe de douleur. J'ai ressenti une confirmation profonde et lasse. Après toutes ces années, après ma carrière, mon mariage, ma vie indépendante, j'étais toujours, à ses yeux, une créature sans racines, définie uniquement par ce qui me manquait. Elle n'avait pas vu notre mariage comme un partenariat, mais comme un acte de charité bienveillante de sa part. Cette nuit-là, j'ai compris avec une clarté glaçante que la vision du monde de ma tante était immuable. Le temps ne l'adoucirait pas. Mes accomplissements ne seraient jamais suffisants pour m'accorder un statut égal. La distance que j'avais créée n'était pas une solution temporaire. C'était la seule défense permanente contre un poison pour lequel il n'existait aucun remède. Je suis restée debout dans cette cuisine pendant une bonne minute après le départ de Carol et de l'autre cousine, le bourdonnement du réfrigérateur étant le seul son. Les mots « les enfants adoptés n'héritent pas vraiment » résonnaient dans le silence soudain, non pas comme une blessure chaude et fraîche, mais comme un diagnostic froid et clinique qui expliquait enfin les symptômes de toute une vie. Le chagrin pour ma grand-mère était une douleur sourde dans ma poitrine, mais il était maintenant éclipsé par une clarté glaçante. Les années que j'avais passées à essayer d'être assez bien, assez intelligente,
assez brillante pour mériter une place à part entière dans cette famille, me semblait un gaspillage colossal d'énergie émotionnelle. J'avais essayé de gagner un jeu qui était truqué depuis le début, un jeu dont la règle principale était écrite dans un ADN que je ne possédais pas. Je suis sortie de la cuisine, j'ai traversé le salon rempli de parents qui murmuraient, et j'ai trouvé Carole près de la cheminée. J'ai attendu patiemment que la voisine à qui elle parlait s'éloigne, puis je me suis avancée. Ma voix, quand j'ai parlé, était plus basse que je ne l'avais prévu, dépourvue du tremblement que j'avais craint. Tante Carole, j'étais dans la cuisine il y a un instant. J'ai entendu ce que tu as dit. Il n'y avait aucune accusation dans mon ton, juste l'énoncé d'un fait. Son visage, qui avait été arrangé en un masque de chagrin parfait, a vacillé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur de panique, mais elle a été instantanément remplacée par une attitude défensive endurcie. J'avais une conversation privée, Clara. Tu as dit que les enfants adoptés n'héritent pas vraiment, ai-je continué, mon regard fixe. Tu as dit que c'était mieux comme ça, pour le maintenir dans la lignée du sang. J'ai besoin de savoir si tu le crois. Je lui offrais une porte de sortie. Elle aurait pu mentir, faire marche arrière, prétendre que j'avais mal entendu. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a regardé, ses yeux aussi froids que les pierres de la cheminée derrière elle, et elle en a rajouté. Ce n'est pas une question de croyance, ma chère, dit-elle, sa voix empreinte d'une pitié condescendante qui était infiniment plus insultante que la colère. C'est juste la voie naturelle des choses. Le sang, c'est le sang. Tes parents t'aimaient beaucoup, mais ceci est différent. Il s'agit d'un héritage. Tu ne peux pas t'attendre à faire partie de quelque chose dans lequel tu n'es jamais né. Elle l'a dit si calmement, avec une conviction si inébranlable, que c'était plus dévastateur que n'importe quelle insulte criée aurait pu l'être. À ce moment-là, la dernière braise vacillante d'espoir que j'avais nourrie pour son acceptation s'est finalement éteinte. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché lentement la tête, une compréhension profonde et finale s'installant dans mes os. D'accord, ai-je dit, le mot semblant petit, mais incroyablement lourd. Maintenant, je sais. Ce fut le moment où le cordon a été coupé. Ce ne fut pas une rupture dramatique, mais une coupe silencieuse et délibérée. J'ai cessé de vouloir son approbation, cessé d'avoir besoin qu'elle me voie comme un membre de la famille. J'ai finalement accepté qu'à ses yeux, je ne le serais jamais, et que la seule voie à suivre était d'arrêter d'essayer. Le « d'accord » silencieux que j'avais prononcé devant cette cheminée était la déclaration d'indépendance la plus profonde que j'ai jamais faite. Au cours des 5 années qui ont suivi, j'ai pleinement embrassé la libération qui en a découlé. Ma décision de maintenir un contact distant n'était pas une punition visant Carole. C'était un cadeau que je me faisais. Les vastes réserves d'énergie émotionnelle que j'avais autrefois dépensées à déchiffrer ses compliments ambigus, à me préparer pour les réunions de famille et à essayer de gagner ma place à table étaient maintenant libérées. Et je les ai toutes investies dans le seul domaine de ma vie où les règles étaient claires et ma valeur quantifiable, mon travail. Les résultats ont été transformateurs. J'ai cessé d'être une bonne employée pour devenir une employée redoutable. J'ai dirigé une équipe qui a développé une nouvelle plateforme de trading algorithmique, un projet de 20 millions de dollars qui est devenu le nouveau produit phare de notre division. Ce succès a mené à une promotion au poste de vice-présidente senior. Je me souviens du jour où mon directeur l'a annoncé, le respect sincère dans ses yeux et les applaudissements de mes collègues m'ont semblé plus valorisants que n'importe quelle approbation réticente d'une famille qui me considérait comme un cas de charité n'aurait jamais pu l'être. Mark et moi avons pris le capital de notre succès et l'avons investi en nous-mêmes. Nous avons acheté une belle maison à la façade en pierre, dans une rue calme et bordée d'arbres, le genre de foyer permanent et enraciné
dont j'avais toujours rêvé. Nous avons planté un jardin. Nous avons construit une vie. La paix qui s'est installée en moi était profonde. J'ai réalisé que la validation que j'avais si désespérément cherchée auprès de mes proches était un fantôme, un écho creux comparé à la preuve solide et tangible de ma propre compétence et à la fierté silencieuse dans les yeux de Mark. Le contraste entre ma réalité et leur perception de celle-ci était un secret que je chérissais. Dans les rares et brefs appels téléphoniques que j'avais encore avec Carole, elle me demandait des nouvelles de mon petit travail sur un ton qu'on pourrait utiliser pour un enfant un peu décevant mais bien intentionné. Il n'en avait aucune idée. Il m'imaginait dans un petit appartement, remboursant assidûment mes prêts étudiants, une vie de lutte modeste et respectable. Ils ne pouvaient pas concevoir ma réalité, car cela briserait le récit qu'ils avaient construit autour de moi. Mon succès était un pays pour lequel ils n'avaient pas de passeport, une langue qu'ils ne pouvaient pas parler. Et dans la satisfaction tranquille de ce monde caché, j'ai finalement compris que je n'avais jamais eu besoin de leur héritage. J'avais créé le mien. L'appel est arrivé un mardi après-midi, une interruption malvenue au milieu d'une analyse de données complexe. Mon bureau était calme, un sanctuaire de verre et d'acier 22 étages au-dessus de la ville. Le bourdonnement de mon ordinateur, un contrepoint, placide aux colonnes ordonnées de chiffres sur mon écran. Quand mon téléphone a vibré, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai ressenti une contrariété familière, hélas. Tante Carole. J'ai failli laisser le répondeur se déclencher, mais une impulsion non identifiable m'a fait glisser mon doigt pour répondre, mettant l'appel sur haut-parleur. Bonjour, Carole, ai-je dit, mon ton plat, professionnel, mes yeux toujours sur le tableur. La voix qui m'est revenue était méconnaissable. Elle était fine, cassante et dépouillée de la condescendance suffisante et paternaliste qui avait été sa caractéristique principale pendant 30 ans. C'était la voix d'un animal acculé. Clara? Oh, Dieu merci! Il n'y eut ni politesse, ni préambule, juste un torrent de mots paniqués qui se bousculaient dans un élan de pure terreur. C'était Léo. Bien sûr, c'était Léo. Il s'était lancé dans une opportunité d'investissement, une affaire immanquable avec des rendements garantis qui avaient toutes les caractéristiques d'une arnaque classique. Il y avait investi tout son argent et, apparemment, avait beaucoup emprunté auprès de sources qui n'utilisaient pas de contrats juridiquement contraignants. L'investissement avait, comme on pouvait s'y attendre, disparu. Et maintenant, les gens à qui il devait de l'argent n'étaient pas du genre à envoyer de polies lettres de rappel. Ce ne sont pas des banquiers, Clara, sanglota-t-elle, les mots se brisant. Ils lui ont donné une date limite. Ils ont dit qu'ils savaient où il habite. La panique brute et pure dans sa voix était un son étranger, et j'écoutais avec un étrange sentiment de détachement, mon stylo planant au-dessus d'un bloc-notes. La femme qui avait passé toute ma vie à me définir par ce qui me manquait, l'architecte de mon altérité, était maintenant à l'autre bout du fil, son monde s'effondrant complètement. Elle demandait de l'aide. Non, elle suppliait. Et pour la première fois de ma vie, le pouvoir dans notre dynamique avait violemment, irrévocablement basculé. « De combien a-t-il besoin, Carole ?» ai-je demandé, ma voix tranchant nettement à travers ses sanglots frénétiques. La question était dépourvue de sympathie, une simple demande de données. Le tableur devant moi m'avait conditionné à cela. Trouver la variable principale. Il y eut un bruit humide de déglutition, à l'autre bout du fil, le son de quelqu'un essayant de maîtriser l'hystérie pour la rendre gérable. C'est un montant très spécifique, balbutia-t-elle, comme si la précision du chiffre le rendait en quelque sorte plus légitime. Ils ont une liste de tous ses paiements. Il a besoin de 14 800 dollars. Exactement. Le nombre flotta dans l'air entre nous,
Un monument austère à 4 chiffres à la stupidité de Léo. 14 800 dollars. Pour elle, c'était une somme impossible qui détruisait une vie. Pour moi, assise dans mon bureau aux parois de verre, c'était un problème avec une virgule, un chiffre inférieur au bonus trimestriel que j'avais reçu le mois dernier. Le silence s'étira, et dans ce vide, le désespoir de Carol commença à reprendre sa forme familière. Le sentiment que tout lui était dû. La supplication paniquée s'évapora, remplacée par un ton de devoir familial sinistre. « Clara, c'est ce que fait une famille, » dit-elle, sa voix se durcissant. L'ironie de son utilisation de ce mot était si profonde qu'elle en était presque à couper le souffle. « Léo est ton seul cousin, c'est ton sang, c'est une obligation familiale. » Puis vint la dernière, prévisible, estocade, la manœuvre classique de Carol consistant à transformer mes choix de vie en une ressource à sa convenance. « Et toi, et Mark? Vous êtes dans une bonne position. Vous n'avez pas d'enfants, toutes ces dépenses supplémentaires. Vous avez un revenu disponible. Ce n'est pas comme si vous aviez des fonds pour les études et des choses de ce genre à vous soucier. » Il n'y avait pas la moindre trace d'ironie dans sa voix. Elle était totalement inconsciente du fait qu'elle exigeait un sauvetage financier basé sur une obligation familiale de la part de la personne même qu'elle avait, 5 ans plus tôt, explicitement et définitivement exclue de l'héritage financier de la famille. Elle réclamait une dette d'un compte qu'elle avait elle-même fermé. Je laissais ces mots flotter dans l'air, un nuage toxique d'ironie et de suffisance. Mon impulsion immédiate, viscérale, fut de dire non. Un non sec, net et satisfaisant. Mais l'analyste en moi, la partie de mon cerveau qui avait été entraînée à évaluer les risques et les récompenses, a pris le dessus. Une réaction émotionnelle, épidermique, était ce à quoi elle s'attendait, ce qu'elle avait toujours provoqué en moi. Une réponse professionnelle, calculée, était un langage qu'elle ne comprendrait pas et donc une position de pouvoir. Je pris mon stylo et notai le chiffre sur mon bloc-notes. 14 800 dollars. Après un silence qui s'étira juste assez longtemps pour être inconfortable, je parlais, ma voix aussi calme et mesurée que si je discutais d'un rapport de résultats trimestriels. Je comprends la situation, Carole, dis-je, la fadeur administrative de la phrase contrastant vivement avec sa panique brute. C'est une somme importante. Je devrais en discuter avec Mark, bien sûr. Nous prenons toutes nos décisions financières ensemble. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. J'ai placé la décision derrière un mur de processus conjugal et de prudence financière, transformant sa crise familiale désespérée en un point logistique à l'ordre du jour. L'effet fut immédiat. « En discuter avec Mark ?» balbutia-t-elle, sa voix montant dans l'incrédulité et l'indignation. « Clara, c'est une urgence familiale. Il n'y a pas de temps pour... Une réunion de comité, Léo pourrait être blessé. » Elle s'attendait à des larmes, ou à des récriminations, ou à une promesse immédiate et émotionnelle de l'aider. Ce qu'elle a obtenu, c'est l'équivalent verbal d'un formulaire administratif. Je vous rappellerai une fois que Mark et moi aurons eu l'occasion de parler, dis-je, mon ton exprimant une finalité qui ne souffrait aucune discussion. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse bredouiller un autre mot. Ce soir-là, j'ai tout exposé à Mark alors que nous étions assis dans notre salon tranquille. Je lui ai raconté toute l'histoire, l'appel frénétique, le montant spécifique, l'invocation stupéfiante de l'obligation familiale. Il a écouté sans interruption, son expression se durcissant à mesure que je parlais. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. « Eh bien, » dit-il enfin, sa voix basse et stable. « Elle a un aplomb étonnant, je lui accorde ça. » Il tendit la main par-dessus la table basse et prit la mienne. « Voici ce que je pense, » dit-il, ses yeux rencontrant les miens. « C'est ton argent,
c'est ta famille, et c'est ta douleur. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai à 100%. Si tu veux faire le chèque et en finir, très bien. Si tu veux lui dire d'aller au diable, je me ferai un plaisir de composer le numéro pour toi. Simplement, souviens-toi de tout. Souviens-toi du testament. Souviens-toi de ce qu'elle m'a dit au mariage. Souviens-toi de chaque Noël. Ne prends pas de décision en te basant sur la femme qu'elle est pendant les 10 minutes où elle est terrifiée. Prends-la en te basant sur la femme qu'elle a été ces 30 dernières années. C'est. 2 jours de silence passèrent, et je me permis d'espérer que Carol avait trouvé une autre solution, que mon détachement calculé l'avait poussée à chercher dans une autre direction. Cet espoir était d'un luxe insensé. Nous avions des réservations dans un endroit appelé The Ambers, un restaurant réputé pour son éclairage tamisé et ses coins tranquilles, un endroit que nous gardions pour les occasions spéciales. C'était notre 8e anniversaire de mariage, et alors que nous nous tenions dans le hall chaleureux aux panneaux d'acajou en attendant l'hôtesse, je ressentis un rare sentiment de paix complète, à des années-lumière du désespoir frénétique et avide de Carole. Et puis, la paix vola en éclats. La lourde porte vitrée s'ouvrit avec une force qui fit tinter les carillons au-dessus d'elle, et elle était là. Carol semblait avoir été traînée à travers une tempête, les cheveux en désordre, son manteau déboutonné, les yeux exorbités d'une fureur maniaque. Elle nous repéra instantanément et fondit sur nous comme un oiseau de proie, sa voix, aiguë et perçante, tranchant le murmure sophistiqué du hall. « Vous voilà !» cria-t-elle, et toutes les têtes dans la pièce se tournèrent. « En train de célébrer !» Alors, que mon fils, votre cousin, votre sang, est en danger. Elle pointa un doigt tremblant vers moi, son visage déformé par une rage vertueuse. Je vous ai appelé à l'aide, et vous ne faites rien. Vous êtes assise ici, dans ce restaurant chic, amassant votre argent, le laissant souffrir. Après tout ce que cette famille a fait pour vous. L'ingratitude. Tu as toujours été froide, toujours égoïste, mais je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi cruelle. L'humiliation qu'elle avait l'intention d'infliger était une force palpable dans la pièce, une vague de honte par procuration qui fit rougir l'hôtesse et fit regarder les autres clients avec une curiosité non dissimulée. Mais une chose étrange se produisit. La bouffée de honte à laquelle je m'attendais n'arriva jamais. Au lieu de cela, un calme profond et glacial s'est emparé de moi. Alors que sa crise de colère publique dépouillait le dernier vernis de décorum familial, elle dépouillait également le dernier vestige de mon obligation. Elle n'était plus ma tante. Elle était un problème. Elle n'était pas une famille en crise. Elle était un acteur hostile tentant une extorsion publique. Ce n'était pas une attaque personnelle. C'était une tactique de négociation ratée. La main de Mark vint se poser au creux de mon dos, un message de soutien silencieux et solide. Je regardais au-delà de ma tante hystérique vers l'hôtesse mortifiée. Et à cet instant, je sus avec une certitude absolue que c'était fini. Carol pensait que cette démonstration publique était son atout maître. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner tout le jeu. Le lendemain matin, je n'étais pas dans mon propre bureau, mais dans un autre 30 étages plus haut, avec une vue panoramique sur la ville qui faisait ressembler les rues animées en contrebas à un circuit imprimé silencieux et complexe. Le bureau de M. Harrison était une étude de calme calculée. Une seule orchidée parfaite sur un vaste bureau en acajou, des revues de droit reliées en cuir sombre, et une atmosphère de compétence tranquille et coûteuse. J'étais assise dans un fauteuil en cuir souple, une tasse de café intacte sur la table à côté de moi, et je le regardais se préparer à passer l'appel. Ce n'était pas un bulldog ou un requin. C'était quelque chose de bien plus intimidant. Un homme au processus impeccable et inébranlable. Il appuya sur un bouton de sa console téléphonique, et le haut-parleur emplit la pièce d'une tonalité claire et nette.
Quand Carol répondit, sa voix était un mélange d'impatience et de peur. Allô? Est-ce que c'est Clara? Monsieur Harrison se pencha légèrement en avant, ses mains jointes sur le bureau poli. Sa voix était placide, neutre et totalement dépourvue d'émotion. Bonjour, mon nom est David Harrison, du cabinet Harrison, Shaw et Albright. Est-ce que je parle à Madame Carol Vance? Il y eut une pause confuse. Oui, qui est-ce? J'attends un appel de ma nièce. Le ton de Harrison ne changea pas. Madame Vance, j'appelle au nom de ma cliente, Clara. Elle m'a engagée pour gérer toute communication ultérieure concernant l'affaire financière que vous avez discutée avec elle. À partir de maintenant, vous adresserez toute correspondance et toute demande exclusivement à mon bureau. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Je pouvais l'imaginer parfaitement, debout dans sa cuisine en désordre, le téléphone serré dans sa main, son visage passant de la confusion à l'indignation. Un avocat? Finit-elle par glapir, le mot étant une accusation. Elle a pris un avocat? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une affaire de famille. Clara, tu es là? Tu m'entends? Passe-la-moi au téléphone tout de suite. C'est ridicule. Je sursautai involontairement, une réponse pavlovienne à ce ton familier et autoritaire. Mais M. Harrison ne broncha pas. Il attendit qu'elle ait fini, son expression inchangée. Ma cliente ne vous parlera pas directement, Madame Vance, déclara-t-il, comme s'il commentait la météo. Sa position est que vos actions au restaurant The Embers hier soir ont déplacé cette affaire hors du champ d'une discussion familiale personnelle. C'est maintenant une enquête financière formelle. Enquête? Cria-t-elle. Mon fils a des problèmes. Ce n'est pas une enquête. J'ai besoin de parler à Clara. Pendant des années, ce ton, un mélange d'indignation vertueuse et de supplication blessée, avait été une arme utilisée contre moi, conçue pour déclencher la culpabilité et forcer l'obéissance. Mais en l'entendant maintenant, filtré par le haut-parleur stérile d'un téléphone d'avocat, il était rendu impuissant. Ce n'était que du bruit. Monsieur Harrison, mon pare-feu de procédure et de professionnalisme, l'absorba simplement. Vos sentiments personnels sur la question sont notés, dit-il, la phrase étant un chef-d'œuvre de rejet juridique. Mais ils ne sont pas pertinents pour la procédure. Si vous souhaitez poursuivre une résolution financière avec ma cliente, vous le ferez par mon intermédiaire. Est-ce que c'est compris? Le son à l'autre bout était un hoquet étranglé et haletant. Le jeu avait changé, les règles étaient nouvelles, et on venait de l'informer, de la manière la plus dépassionnée imaginable, qu'elle n'avait plus sa place à la table. Le lendemain matin, je n'étais pas dans mon propre bureau, mais dans un autre 30 étages plus haut, avec une vue panoramique sur la ville qui faisait ressembler les rues animées en contrebas à un circuit imprimé silencieux et complexe. Le bureau de M. Harrison était une étude de calme calculé. Une seule orchidée parfaite sur un vaste bureau en acajou, des revues de droit reliées en cuir sombre et une atmosphère de compétence tranquille et coûteuse. J'étais assise dans un fauteuil en cuir souple, une tasse de café intacte sur la table à côté de moi, et je le regardais se préparer à passer l'appel. Ce n'était pas un bulldog ou un requin, c'était quelque chose de bien plus intimidant. Un homme au processus impeccable et inébranlable. Il appuya sur un bouton de sa console téléphonique et le haut-parleur emplit la pièce d'une tonalité claire et nette. Quand Carol répondit, sa voix était un mélange d'impatience et de peur. « Allô? Est-ce que c'est Clara? » M. Harrison se pencha légèrement en avant, ses mains jointes sur le bureau poli. Sa voix était placide, neutre et totalement dépourvue d'émotion. « Bonjour. Mon nom est David Harrison, du cabinet Harrison, Shaw et Albright. Est-ce que je parle à Madame Carol Vance? » Il y eut une pause confuse. Oui? Qui est-ce? J'attends un appel de ma nièce. Le ton de Harrison ne changea pas. Madame Vance, j'appelle au nom de ma cliente, Clara. Elle m'a engagée pour gérer toute communication ultérieure concernant l'affaire financière que vous avez discutée avec elle. À partir de maintenant,
Vous adresserez toute correspondance et toute demande exclusivement à mon bureau. Le silence, à l'autre bout du fil, était profond. Je pouvais l'imaginer parfaitement, debout dans sa cuisine en désordre, le téléphone serré dans sa main, son visage passant de la confusion à l'indignation. Un avocat? Finit-elle par glapir, le mot étant une accusation. Elle a pris un avocat? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une affaire de famille. Clara, tu es là? Tu m'entends? Passe-la-moi au téléphone tout de suite. C'est ridicule. Je sursautai involontairement, une réponse pavlovienne à ce ton familier et autoritaire. Mais M. Harrison ne broncha pas. Il attendit qu'elle ait fini, son expression inchangée. Ma cliente ne vous parlera pas directement, Madame Vance, déclara-t-il, comme s'il commentait la météo. Sa position est que vos actions au restaurant The Ambers hier soir ont déplacé cette affaire hors du champ d'une discussion familiale personnelle. C'est maintenant une enquête financière formelle. Enquête? Cria-t-elle. Mon fils a des problèmes. Ce n'est pas une enquête. J'ai besoin de parler à Clara. Pendant des années, ce ton, un mélange d'indignation vertueuse et de supplication blessée, avait été une arme utilisée contre moi, conçue pour déclencher la culpabilité et forcer l'obéissance. Mais en l'entendant maintenant, filtré par le haut-parleur stérile d'un téléphone d'avocat, il était rendu impuissant. Ce n'était que du bruit. Monsieur Harrison, mon pare-feu de procédure et de professionnalisme, l'absorba simplement. Vos sentiments personnels sur la question sont notés, dit-il, la phrase étant un chef-d'œuvre de rejet juridique. Mais ils ne sont pas pertinents pour la procédure. Si vous souhaitez poursuivre une résolution financière avec ma cliente, vous le ferez par mon intermédiaire. Est-ce que c'est compris? Le son à l'autre bout était un hoquet étranglé et haletant. Le jeu avait changé, les règles étaient nouvelles, et on venait de l'informer, de la manière la plus dépassionnée imaginable, qu'elle n'avait plus sa place à la table. Après quelques secondes de ce qui ressemblait à une respiration tendue et asthmatique à l'autre bout du fil, Carol réussit à articuler un « oui, je comprends » étranglé. C'était le son d'un général capitulant sans condition. Monsieur Harrison fit un léger signe de tête, presque imperceptible, comme s'il cochait une case sur une liste de contrôle interne. La première phase, établir le contrôle, était terminée. Vint alors la seconde, dicter les termes de l'engagement. Très bien, poursuivit-il, son ton restant aussi plat et sans inflexion qu'un enregistrement d'horloge parlante. Maintenant, concernant la question des 14 800 $, ma cliente est prête à mettre ses fonds à votre disposition. Cependant, laissez-moi être parfaitement clair pour qu'il n'y ait aucune place au malentendu. Il marqua une pause, un silence délibéré et tactique qui aspira tout l'air de la pièce. Ce ne sera pas un cadeau. Le mot cadeau flotta dans l'air, un fantôme de la générosité familiale que Carol avait attendu. Ce sera un prêt formel et juridiquement contraignant, émis par un trust contrôlé par ma cliente à votre fils, M. Léo Vance. Vous devrez vous porter co-signataire en tant que garant. Un prêt? Balbutia Carol, le mot sonnant étranger et offensant sur sa langue. Mais c'est pour la famille. M. Harrison ignora l'appel émotionnel, comme s'il s'agissait d'une toux dans une salle de concert. Le prêt portera intérêt au taux préférentiel plus 2% composé mensuellement à compter de la date de décaissement, continua-t-il, sa voix un métronome implacable de conséquences. Un billet à ordre sera rédigé, que vous et votre fils devrez signer en présence d'un notaire. Le remboursement commencera le 1er du mois suivant le transfert des fonds. Le tableau d'amortissement sera calculé sur une durée de 36 mois avec des mensualités fixes. Ce tableau n'est pas négociable. Je regardais, fasciné. Il traduisait 30 ans de cruauté désinvolte et de dédain dans le langage froid,
propre et impitoyable de la finance. Il lui construisait une cage, et les barreaux étaient faits de clauses et de conséquences. De plus, ajouta-t-il, sa voix baissant légèrement, devenant encore plus ferme, le contrat de prêt contiendra une clause de défaut standard. Un défaut de paiement dans le délai de grâce de 5 jours constituera un défaut sur la totalité du solde restant. Dans un tel cas, ma cliente sera légalement en droit de poursuivre tous les recours disponibles pour récupérer les fonds, y compris, mais sans s'y limiter, la saisie sur salaire et les hypothèques sur les biens sans autre préavis. Vous ne pouvez pas être sérieux, murmura-t-elle, sa voix une coquille vide de son ancienne arrogance. Monsieur Harrison se pencha en arrière dans son fauteuil. Je ne suis jamais rien d'autre que sérieux en ce qui concerne les finances de ma cliente, Madame Vance. Ce sont les conditions. Elles ne sont pas négociables. Il marqua une nouvelle pause, laissant le poids de tout cela l'écraser. Et il y a une condition de plus. Je retins mon souffle, mon propre cœur martelant contre mes côtes. J'avais discuté de cette partie en détail avec M. Harrison, mais l'entendre déployer avec une telle précision chirurgicale était tout autre chose. Il ne s'agissait pas de l'argent. L'argent n'était que le levier, la clé qui ouvrait la porte de cette pièce. Ce qui allait suivre, était le vrai prix de la transaction. La deuxième condition, Madame Vance, poursuivit Harrison, sa voix baissant d'une fraction, prenant un poids qui rendait les termes financiers précédents triviaux, n'est pas financière, mais c'est une condition préalable matérielle à l'exécution du contrat de prêt. Aucun fonds ne sera déboursé tant qu'elle ne sera pas remplie à l'entière satisfaction de ma cliente. Un son étranglé, sifflant, sortit du haut-parleur. C'était le son d'une personne se préparant à recevoir un coup. Avant de rédiger tout document de prêt, déclara Harrison, vous rédigerez des excuses formelles, écrites, adressées directement à ma cliente, Clara. Il fit une pause. Dans cette lettre, vous reconnaîtrez et rétracterez spécifiquement le schéma de déclaration dédaigneuse et blessante que vous avez faite concernant son statut d'adopté tout au long de sa vie. Il prit un morceau de papier sur son bureau. Mes notes. La lettre doit faire explicitement référence à certaines phrases clés. Elle indiquera que vous avez eu tort d'avoir jamais qualifié ses parents de sauveurs. Elle indiquera que vous avez eu tort d'insinuer à son mari qu'elle n'avait pas de véritable histoire familiale. Et, plus important encore, la lettre doit contenir une rétractation directe et sans équivoque de la déclaration que vous avez faite après la lecture du testament de votre mère. Sa voix était comme le scalpel d'un chirurgien, précise et froide. La lettre inclura cette phrase exacte. J'ai eu tort de dire que les enfants adoptés n'héritent pas vraiment, et je retire cette déclaration complètement. À l'autre bout du fil, il y eut une inspiration brusque et saccadée, un son d'horreur pur et simple. Vous ne pouvez pas, murmura-t-elle. Oh, mais ce n'est pas l'intégralité de la condition, poursuivit Harrison, sans pitié. Cette lettre ne doit pas être envoyée en privé. Vous l'enverrez par courriel. Ma cliente est en train de compiler une liste de destinataires qui vous sera fournie. La liste inclura votre cousin Michael, votre belle-sœur Jennifer, votre neveu Stephen et plusieurs autres membres de la famille qui étaient présents aux différentes occasions où ces remarques ont été faites au fil des ans. Je fermai les yeux. Il ne s'agissait pas de pardon. Le pardon était un navire qui avait quitté le port depuis longtemps. Il s'agissait d'une correction des archives publiques, un règlement de compte forcé. Toute ma vie, ces mots m'avaient défini devant les autres. Maintenant, ces mots allaient redéfinir ce récit. Le silence de Carol était absolu, un vide d'humiliation écrasante. Une copie du courriel envoyé sera transmise à mon bureau, conclut Harrison. Une fois que nous aurons confirmé sa réception par les parties listées,
Nous procéderons au document de prêt. Cette condition, comme les autres, Madame Vance, est entièrement non négociable. Les 2 jours qui suivirent l'appel de M. Harrison furent une étude sur le pouvoir du silence. Carol ne rappela pas pour argumenter, plaider ou négocier. La balle était dans son camp, et le silence de mon côté était absolu. Le 3e jour, une épaisse enveloppe Kraft livrée par coursier arriva chez elle. Elle contenait les documents préliminaires, le projet de billet à ordre, la garantie personnelle qu'elle devrait signer, et un ensemble standard de documents de procédure. Enfoui dans cette pile, comme le veut la pratique juridique standard pour un prêt émis par un trust, se trouvait un document intitulé Déclaration de vérification d'actifs. C'était une page unique, sèche et impersonnelle, conçue pour affirmer légalement que l'entité prêteuse, mon trust personnel, disposait des fonds requis pour couvrir le prêt. Ce n'était pas un état complet de ma valeur nette, m'avait expliqué M. Harrison, mais un instantané, une déclaration de liquidité notariée suffisante pour prouver la légitimité de la transaction. Le document listait mon nom légal complet et en dessous, mon titre professionnel. Vice-présidente senior. Il listait le nom du trust, le Trust d'indépendance CV, et il déclarait que les actifs liquides du trust étaient supérieurs à 7 chiffres. C'était une déclaration légale stérile, mais pour Carol, cela a dû être une bombe. Je pouvais l'imaginer assise à sa table de cuisine encombrée, le poids froid du papier juridique dans ses mains, ses yeux parcourant la page. Je pouvais imaginer la confusion initiale, la recherche de mon nom, puis le coup de poing à l'estomac en voyant mon titre, une position d'autorité et de succès qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Puis, ses yeux auraient trouvé le chiffre, la phrase discrète et dévastatrice, supérieure à 7 chiffres. En ce seul instant, toute la fondation de sa vision du monde, la hiérarchie soigneusement construite de notre famille, se serait brisée. Les 14 800 $ qui représentaient un désastre, catastrophique et bouleversant pour elle et Léo, étaient, pour moi, une erreur d'arrondi. C'était moins qu'un équipement de bureau, moins que les impôts fonciers sur la maison qu'elle ne savait pas que je possédais. Tout son pouvoir, tout son levier, avait été construit sur la fausse supposition de mon besoin, de mon statut inférieur. La fille adoptive, chanceuse, celle qui devait se débrouiller seule, les avait discrètement et complètement éclipsés. La dynamique de pouvoir n'avait pas seulement été inversée, elle avait été anéantie. Elle ne mendiait pas une aumône à un parent qu'elle méprisait. Elle était une suppliante devant une entité au pouvoir immense et indépendant. La personne qu'elle avait dévalorisée et rejetée pendant 30 ans tenait maintenant l'avenir de son fils dans la paume de sa main. Et elle était enfin, écrasement, consciente de la petitesse et de l'insignifiance de son propre monde en comparaison. Le courriel n'est pas arrivé sur mon compte personnel, mais sur un nouveau que M. Harrison m'avait demandé de créer, une adresse qui était une chaîne stérile et anonyme de lettres et de chiffres. Il est arrivé dans ma boîte de réception un vendredi après-midi, une bombe numérique avec l'objet trompeusement simple, un message de Carol Vance. Ma main tremblait légèrement en double-cliquant pour l'ouvrir. Le cabinet de M. Harrison était en copie, tout comme les 14 autres adresses électroniques de la liste que j'avais minutieusement compilée, un public trié sur le volet de tantes, d'oncles et de cousins, qui avaient, au fil des ans, été les témoins silencieux de mon humiliation publique. Le corps du courriel était d'une concision brutale, dépourvu de toute chaleur ou de sentiments sincères. C'était l'équivalent écrit d'une vidéo d'otage, chaque mot clairement choisi sous la contrainte, taper les dents serrées. À Clara, je vous écris ceci en guise d'excuse formelle. Je souhaite reconnaître et retirer une série de déclarations blessantes que je vous ai faites au cours de votre vie concernant votre adoption. C'était une erreur de ma part d'avoir jamais qualifié vos parents de sauveurs.
C'était une erreur de ma part d'insinuer à votre mari que vous n'aviez pas de véritable histoire familiale. Plus important encore, j'ai eu tort de dire que les enfants adoptés n'héritent pas vraiment, et je retire cette déclaration complètement. Sincèrement, Carol Vance. C'est tout. Il n'y avait aucune fioriture, aucun appel émotionnel à la compréhension, aucune tentative désespérée d'adoucir le coup ou d'expliquer son comportement passé. C'était un document de capitulation pur et simple, aussi froid et clinique que les termes juridiques qui avaient forcé sa création. En le lisant, je n'ai ressenti aucune vague de triomphe, aucune chaleur satisfaisante de justification et certainement aucun élan de pardon. La victoire n'était pas émotionnelle, elle était transactionnelle. C'était la satisfaction nette et silencieuse d'une dette attendue de longue date enfin remboursée, d'une erreur de calcul sur un registre enfin corrigé. Le pardon était une monnaie avec laquelle je ne traitais plus. Elle n'avait pas écrit cette lettre parce qu'elle était désolée pour les décennies de douleur qu'elle avait infligées. Elle l'avait écrite parce qu'elle était dos au mur, parce que le fils qu'elle avait présenté comme un parangon de la lignée du sang avait échoué de manière si spectaculaire qu'elle n'avait pas d'autre choix. Les mots à l'écran n'étaient pas un pont vers la réconciliation, ils étaient l'accomplissement d'une obligation contractuelle, mais ils étaient vrais, et maintenant ils étaient une affaire de notoriété publique au sein de la famille. J'imaginais mon cousin Michael en Californie, ma tante Jennifer en Floride, mon oncle Stephen à quelques villes de là, tous ouvrant ce même courriel à peu près au même moment. J'imaginais leur choc, l'avalanche d'appels téléphoniques et de messages confus qui s'ensuivraient inévitablement, le changement silencieux et sismique dans les plaques tectoniques du récit de notre famille. Carol avait bâti son identité sur sa position de matriarche, l'arbitre de qui appartenait et qui n'appartenait pas. Ce courriel, envoyé depuis son propre compte, en son propre nom, était un démantèlement public de cette identité. J'ai fermé le courriel et en ai transféré une copie à M. Harrison avec un seul mot en guise de message: approuvé. Il ne s'agissait pas de guérir une relation brisée. Il s'agissait de clore un registre qui avait été déséquilibré pendant 30 ans. Les mots qu'elle avait utilisés pour me blesser avaient finalement été retournés contre elle, non pas comme une arme de vengeance, mais comme un outil pour rectifier officiellement et irrévocablement les faits. Le lendemain du jour où j'ai approuvé le courriel, Carol et Léo ont signé les documents de prêt dans le bureau d'un notaire public de l'autre côté de la ville. Monsieur Harrison a reçu les copies numérisées et depuis mon ordinateur portable, dans le calme de mon bureau à domicile, j'ai initié le virement bancaire. L'acte lui-même était sans grand relief, quelques clics sur un portail bancaire sécurisé. 14 800 $ ont quitté le Trust d'Independence CV et sont arrivés sur le compte bancaire de Léo. Le silence qui s'ensuivit de la part de la famille fut assourdissant. Il n'y eut ni remerciement, ni appel de suivi, juste un silence immense et stupéfait. Le courriel d'excuses avait explosé dans leur boîte de réception, et la nouvelle subséquente de l'accord de prêt formel avait envoyé des ondes de choc d'incrédulité à travers le téléphone arabe familial. Je n'avais pas seulement refusé de jouer le rôle qui m'était assigné. J'avais réécrit toute la pièce et rétrogradé les acteurs principaux au rang de spectateurs payants. La dynamique de pouvoir n'était pas simplement modifiée. Elle avait été redessinée de façon permanente, le long des lignes froides et nettes d'un contrat légal. Ce premier mois, et chaque mois depuis, une notification automatisée est envoyée depuis le logiciel de gestion du Trust à Carol et à Léo. Elle indique la date, le montant du paiement reçu et le solde du capital restant dû. C'est là toute ma communication avec eux maintenant. Notre relation, autrefois un enchevêtrement désordonné de ressentiments tacites et de politesse forcée, a été rationalisée en un relevé financier mensuel.
Ils ne sont plus ma tante et mon cousin. Ils sont mes débiteurs. Ce nouvel ordre a apporté avec lui un sentiment de paix étonnant. L'appréhension obligatoire qui s'insinuait avant les fêtes a disparu. Lorsque l'invitation pour le dîner annuel de Thanksgiving est arrivée via un SMS de groupe, j'ai répondu par un poli. Mark et moi ne pourrons pas venir cette année. J'espère que vous passerez tous un moment agréable, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de culpabilité, pas d'anxiété, pas de peur des représailles. Ma présence n'était plus une exigence de mon statut. Les autres membres de la famille, ceux qui avaient été des observateurs silencieux pendant si longtemps, me traitent maintenant avec une déférence nouvelle, presque comique. Mon cousin Steven, qui reconnaissait à peine ma présence auparavant, m'a appelé il y a 2 mois pour me demander mon avis professionnel sur un tuyau boursier qu'il avait entendu. Il m'a parlé avec un respect prudent et craintif, comme si j'étais un marché volatile qu'il avait peur d'effaroucher. Il ne voit plus la fille adoptive discrète, qui devrait être reconnaissante d'avoir une place à table. Il voit une femme aux moyens inconnus, mais clairement importants. Une femme qui emploie des avocats et fait respecter des contrats contre son propre sang. Ils ne me comprennent pas, mais ils comprennent le pouvoir que j'exerce. Et pour la première fois de ma vie, cette compréhension m'a accordé la distance que j'avais toujours désirée. Cela fait 8 mois maintenant. Le courriel arrive le 1er de chaque mois, sans faute. Il ne vient ni de Carole ni de Léo. C'est une notification automatisée du logiciel de gestion du trust. Un paiement de 458,32 $ a été reçu. Capital restant dû. Montant. C'est la forme de communication la plus froide, la plus stérile et la plus paisible que j'ai jamais eue avec ce côté de la famille. Le bruit de fond suffocant de leur jugement, qui a bourdonné en arrière-plan de ma vie pendant 30 ans, a été remplacé par un espace calme et tranquille. Leur silence est un cadeau, un soulagement si profond qu'il semble être une présence physique dans ma maison. Au début, je rejouais les événements dans ma tête, les disséquant, essayant de cerner le moment exact de la victoire. Était-ce le regard de choc sur le visage de Carol au restaurant, la précision froide dans la voix de M. Harrison, les mots guindés et humiliés de la lettre d'excuse? Je vois maintenant que je cherchais au mauvais endroit. La victoire ultime n'était pas de leur prouver ma valeur. Il ne s'est jamais agi de forcer Carol à enfin me voir, à m'accepter, à m'aimer comme un membre de la famille. C'était le jeu auquel on m'avait conditionné à jouer, un jeu conçu pour que je perde. La vraie victoire a été d'utiliser la valeur que je m'étais déjà construite, ma carrière, mon indépendance financière, mon mariage stable et aimant, comme un outil pour exiger le respect qui m'avait toujours été refusé. Ma réussite n'était pas une arme pour la vengeance, c'était un bouclier et un ensemble de conditions. La lettre d'excuse n'était pas un baume pour de vieilles blessures, c'était une clause non négociable dans un contrat commercial. Les 14 800 $ n'ont jamais été que de l'argent. C'était le levier dont j'avais besoin pour faire respecter toute une vie de limites ignorées. Je n'avais pas besoin qu'il me donne un héritage. J'ai utilisé le mien pour réécrire les règles de notre engagement. La paix que j'ai maintenant n'est pas la paix d'une famille réconciliée. C'est la paix tranquille, profonde et inébranlable d'une femme qui n'attend plus une invitation à une table où elle n'a jamais été la bienvenue. J'ai trouvé ma valeur non pas dans leur reconnaissance à contre-cœur, mais dans ma propre liberté de ne plus jamais en avoir besoin.